Donc, bonjour, bienvenue à ce premier webinaire de 2019, en fait. Donc, dans notre série de webinaires du Réseau 1. Moi, c'est Mélanie-Anne Smithman, donc je suis la responsable de la fonction de renforcement des capacités du Réseau 1 Québec. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Magali Gérard. Donc, bonjour Magali, qui est ici pour nous parler. En fait, Magali est associée de recherche au Centre de recherche du CHUM. Elle travaille entre autres avec Janusz Kazorowski. Bon, désolée pour la prononciation, mais elle coordonne entre autres le programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire dont elle va nous parler aujourd'hui. Donc, Magali, vraiment, un intérêt pour les programmes de soins primaires, les programmes dans la communauté, tout ce qui est lié à la prévention et à la promotion de la santé. Donc, Magali détient un doctorat en sociologie de McGill et puis a fait un postdoc à Berkeley. Donc, Magali, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté de présenter aujourd'hui dans notre série de webinaires. Juste pour vous rappeler pour les participants, pour poser des questions, donc vous pouvez écrire des questions que vous avez au fur et à mesure du webinaire, là, tout au long. Il y a une petite boîte questions. Où est-ce que vous pouvez nous écrire. Sinon, quand ce sera la période de questions, vous pouvez lever la main. À ce moment-là, on ouvrira votre micro et vous pourrez poser vos questions directement. Juste un petit rappel que vous pouvez télécharger la présentation dans la section Handouts de la plateforme GoToWebinar. Donc, le PDF est là. Sinon, le tout est enregistré. Vous pourrez aussi y avoir accès là, plus tard sur le site du Réseau 1 Québec. Donc, sans plus tarder, Magali, je vous passe la parole. Merci, Mélanie-Anne. Ça me fait plaisir de présenter aujourd'hui. Je vais faire mon partage d'écran. Attendez, puis je me mets en mode plein écran. Voilà, je crois que c'est bon. Merci d'assister à cette présentation-là sur le programme PSSC, le programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire. Je vais juste me mettre en mode entrer en mode plein écran. Voilà. Là, désolée, je ne vois pas ma présentation. On va recommencer ça. Bon, voilà. Alors, c'est ça, je vais commencer rapidement. Je perds mon petit écran. Voilà. Je n'ai aucun conflit d'intérêt potentiel avec le contenu de cette présentation. Je vais juste, donc c'est ça, comme Mélanie-Anne l'a mentionné, je suis associée de recherche au Centre de recherche du CHUM. Je travaille avec Janusz Kazorowski ici au carrefour de l'innovation et l'évaluation en santé et je coordonne le PSSC depuis son arrivée au Québec. Ça va faire 7 ans cet été. Voilà, les objectifs de la présentation, je vais vous présenter un peu le programme de sensibilisation à la santé cardiovasculaire et je vais utiliser l'acronyme PSSC. Peut-être que vous êtes familier avec son acronyme en anglais qui est le CHAP, le Cardiovascular Health Awareness Program. C'est un programme qui existe là, depuis presque 20 ans, qui a été développé à l'Université McMaster, mais je vais y revenir bientôt. Puis je vais vous présenter quelques études clés là, qui ont été menées jusqu'à maintenant, notamment un gros essai randomisé en Ontario au milieu des années 2000, puis nos activités de recherche là, depuis au Québec, là, essentiellement à Laval, et voilà, il y a 3 projets qu'on a fait à Laval. Je vais vous présenter l'essai randomisé qui est actuellement en cours dans des logements sociaux en Montérégie. C'est un essai randomisé là, on a fait un projet pilote dans des logements sociaux aussi de la Montérégie, dans 4 petits immeubles, puis on a tracé un profil socio-démographique et de santé des résidents, en tout cas d'un échantillon de résidents. Donc, ça, je vais vous présenter le profil socio-démographique de nos répondants et ça va vous informer aussi de certaines décisions, en tout cas de notre façon de travailler là, pour notre essai randomisé. Et puis, je vais conclure la présentation avec quelques leçons à tirer de nos divers projets PSSC au Québec. Si vous êtes chercheur, entre autres, ou clinicien, et peut-être certaines leçons qui ont rapport à l'implication de bénévoles dans ce genre d'activité-là, mais aussi à quelques idées ou choses éléments à tenir en compte quand on travaille avec des personnes âgées là, dans des logements sociaux. Alors, voilà.
Je vais vous présenter l'équipe de recherche. Donc, Janusz Kaczorowski, qui est chercheur principal sur le PSSC. C'est lui et des collègues de travail à l'Université McMaster qui ont mis au point ce programme-là. Janusz est également directeur de la recherche au département de médecine familiale de l'Université de Montréal. Et également chercheur principal sur le projet, Dr Marie-Thérèse Lucier, également du département de médecine familiale de l'Université de Montréal et également, entre autres choses, directrice du rappel de l'Université de Montréal qu'on appelle le RR-SPOON et moi. Et dans l'autre paragraphe, il y a nos collègues de l'Ontario qui pilote l'équivalent de ce qu'on fait en Montérégie, mais pour l'Ontario, mais également un projet qu'on a PSSC dans les Philippines et aussi un autre projet là, dans des pharmacies qui viennent de se terminer. Donc, différents, Lisa Dolovitch, Gina Agarwal, Tamara Dali, c'est des chercheurs principaux, mais aussi d'autres co-chercheurs, étudiants et coordonnatrices. Le but du PSSC, c'est vraiment de faire la promotion de la prévention et de la prise en charge des maladies cardiovasculaires et réduire l'impact des maladies cardiovasculaires. Je vais vous présenter les éléments clés du programme. Donc, essentiellement, là, comme j'en ai parlé un petit peu, c'est un programme communautaire qui est animé par des bénévoles qui sont formés et recrutés dans la communauté. Et on forme les bénévoles pour mesurer la pression artérielle des participants en suivant les bonnes règles, les bonnes pratiques de mesure de pression artérielle. Et c'est fait à l'aide d'un appareil automatique séquentiel, donc relativement facile à manipuler, mais on montre aux participants comment bien mesurer la pression artérielle, comment bien installer un brassard, etc. On fait aussi une évaluation des facteurs de risque. On utilise on a différentes questions sur les habitudes de vie, les antécédents. On a aussi rajouté un questionnaire, le CAN-RISC, qui est un questionnaire validé qui mesure le risque de développer le diabète de type 2 au cours des 10 prochaines années. Donc, le CAN-RISC, c'est comme un questionnaire avec des questions sur les habitudes de vie, sur les antécédents, et qui calcule un score de risque. Donc, ce n'est pas un diagnostic, mais ça nous donne un indice si on est à risque élevé ou très élevé. Donc, peut-être une recommandation, c'est ça, d'aller consulter son médecin pour investiguer davantage. Puis, dans le cadre de ce questionnaire-là, on doit aussi mesurer le tour de taille et calculer l'indice de masse corporelle. Donc, les bénévoles, c'est d'autres activités qu'ils font avec les participants. Donc, on les forme à bien mesurer le tour de taille. Puis aussi, ils pèsent, puis ils mesurent la grandeur des gens. Donc, à l'aide d'une grille, ils déterminent l'indice de masse corporelle des participants. Donc, je l'ai dit, oui, c'est ça. Puis, on fait le déploiement dans des milieux accessibles. Je vais en parler tantôt. Là, le gros essai randomisé qui avait eu lieu au milieu des années 2000 en Ontario, ça avait été offert dans les pharmacies communautaires à travers la province. Mais aussi, actuellement, on a offert, quand on a fait nos projets à Laval, le programme a été offert dans des CLSC aussi. On a aussi une collègue de travail qui offre actuellement le programme dans des lieux de culte puis des centres communautaires au nord de Toronto pour une population d'origine sud-asiatique. Donc, vraiment, on essaie autant que possible que ce soit des milieux facilement accessibles pour les gens. Je l'ai déjà dit, c'est ça, c'est animé par des bénévoles qui sont formés, issus de la communauté. Puis, dans la période de questions, si c'est un aspect qui vous intéresse, là, je pourrais vous donner plus de détails sur nos stratégies de recrutement, comment on travaille avec les centres d'action bénévoles, puis la gestion des bénévoles pour ce genre d'activité-là. On offre aussi une rétroaction au médecin de famille pour que lui puisse, quand applicable et nécessaire, un diagnostic puis assurer un suivi. Donc, c'est ça, quand les participants consentent ou le souhaitent, ce qui est la plupart du temps, c'est le cas, on envoie un résumé des résultats de la séance au médecin de famille. Ça, c'est l'équipe de recherche qui s'occupe de ça. Et un élément que je trouve vraiment intéressant de ce programme-là, on fait des liens entre notre programme et les programmes et organismes locaux qui font la promotion des saines habitudes de vie. Je pense entre autres au club de marche, au centre de cessation tabagique, les popotes roulantes. On fait à chacun de nos projets, on fait une liste des principales ressources communautaires qui sont à proximité des gens, qui sont la plupart du temps gratuites ou à faible coût.
pour faire connaître ces initiatives-là et ces activités-là qu'ils ont dans leur quartier. On donne aussi de l'information sur des différents pamphlets, brochures de la Fondation des maladies du cœur, Diabète Québec, Hypertension Canada, Société québécoise d'hypertension artérielle, donc des brochures sur le tabagisme, la consommation d'alcool, tout en lien avec les saines habitudes de vie, puis les maladies cardiovasculaires et le diabète. Donc, c'est ça, je vais parler aussi de l'étude qu'on a effectuée, que l'équipe du PSSC a effectuée au milieu des années 2000 en Ontario. Après avoir fait quelques projets pilotes, ils ont voulu évaluer l'impact du PSSC sur la morbidité associée aux maladies cardiovasculaires. Les résidents de 65 ans et plus ont été ciblés pour cette étude-là. Et ici, on note, c'est ça, 20 collectivités de taille moyenne. En fait, ils ont sélectionné les 39 villes ou communautés de 10 000 à 60 000 habitants en Ontario, donc 19 dans le groupe contrôle et 20 dans le groupe intervention. Et ils ont voulu évaluer l'effet que le programme pouvait avoir, le programme qui était offert pendant 10 semaines dans des pharmacies communautaires pouvait avoir l'impact que ça pouvait avoir sur l'admission à l'hôpital pour infarctus du myocarde aigu, insuffisance cardiaque et AVC. Donc, c'est un essai clinique randomisé en grappes et les grappes étaient les différentes collectivités. On a utilisé des données médico-administratives pour évaluer l'effet du programme sur les taux d'hospitalisation pour les maladies cardiovasculaires chez les 65 ans et plus. Et 1 an après la mise sur pied du on a observé une diminution significative de 9 des taux annuels d'admission. Ici, j'ai un petit message. Ça va. Je vais revenir. Des taux annuels d'admission à l'hôpital pour maladies cardiovasculaires. Donc, ça, c'est à l'échelle populationnelle. Qu'on ait participé ou qu'on n'ait pas participé, on a regardé les taux d'admission à l'hôpital dans les villes où ça avait été mis sur pied, comparativement aux villes du groupe contrôle. Et on a aussi observé une réduction des coûts d'hospitalisation pour maladies cardiovasculaires. On a une publication à ce sujet-là. Si ça vous intéresse, je pourrais vous diriger vers celle-ci. On a réalisé entre 2013 et 2017 3 projets à Laval. Donc, on a eu une subvention des IRSC de 5 ans. On a eu une prolongation de 2 ans, donc 7 ans. Pour le but étant de voir comment on pouvait adapter le PSSC dans différents contextes. Donc, l'essai randomisé avait démontré que c'est efficace chez les 65 ans et plus quand c'est offert en pharmacie en Ontario. Donc, on a voulu voir au Québec, mais aussi également en Ontario, comment si on mettait sur pied, on adaptait le programme à différents contextes pour peut-être différentes populations, l'effet que ça pouvait avoir, est-ce qu'on pouvait observer des effets similaires. Donc, on a commencé par des consultations auprès d'acteurs clés de Laval. On a offert le PSSC pendant 5 à 6 semaines dans 2 GMF de Laval. On a travaillé avec le CIS de Laval à cet effet-là. Je vais en parler brièvement aussi. On a travaillé aussi avec le CIS de Laval qui ont leur programme Cible Santé Prévention, qui est un programme de prévention-gestion des maladies chroniques sur une durée de 7 mois. Donc, on a offert le PSSC aux nouveaux participants de ce programme-là. Et on a aussi offert le programme PSSC à des adultes qui étaient en attente d'un médecin de famille. Donc, à l'époque où on a fait ce programme-là, c'était les GACO qui étaient en cours. En cours de route, ça a été changé pour les GAMF qui sont administrés à Québec. Mais je vais en parler brièvement. Je ne vais pas m'attarder trop parce que je vais être sûre d'accorder plus de temps à notre essai randomisé. Mais ce qu'il faut retenir, bon, d'abord pour ce projet-là qu'on a fait dans 2 GMF, on avait commencé avec 14 bénévoles. On s'était associé avec le Centre d'action bénévole de Laval. On a recruté 117 participants. Donc, considérant tous les lettres d'invitation qu'on avait envoyées, on a eu un taux de participants décevant. Là. Vous voyez le petit bonhomme qui sourit pas fort de 14 donc, on s'est dit, bon, pour ce taux de participation-là, il y a différentes hypothèses pour expliquer. Entre autres, peut-être le fait d'avoir offert le programme en janvier-février, que, bon, pour la température, c'était peut-être pas idéal. Puis il y a aussi d'autres facteurs, mais aussi on se disait que peut-être le fait d'offrir ce genre d'activité-là, de mesures de pression artérielle, puis évaluation des facteurs de risque. En GMF, c'était peut-être des activités, étant donné qu'elles étaient déjà offertes par des infirmières de GMF,
peut-être que les gens ne sentaient pas le besoin de venir à notre séance. On a fait un questionnaire de satisfaction chez les participants, mais c'était des questionnaires de satisfaction qui étaient administrés tout de suite après la séance. Donc, en général, c'était très positif, mais ce serait quelque chose. Ça reste quand même, on avait des hypothèses à savoir pourquoi ce n'était pas le taux de participation auquel on s'attendait. On a aussi offert le programme en association avec le programme Cible Santé, qui est un gros programme de 7 mois où le CIS de Laval offrait des cours de groupe et des suivis individuels sur la prévention et la gestion des maladies chroniques. Donc, le PSSC était offert au début et à la fin du programme. Puis le but était de voir si le programme Cible Santé avait un effet sur la mesure de pression artérielle, sur les différentes mesures, le tour de tête, choses comme ça, mais aussi sur les habitudes de vie. Est-ce que la personne avait pris des actions par rapport à son alimentation, son activité physique? Et donc, c'est ça, ça a été offert entre avril 2015 et janvier 2016. On a eu 141 participants au début. Je vais juste ici montrer le résultat sur la mesure d'activation, le PAM, qui est une mesure validée qu'on appelle le Patient Activation Measure, qui mesure un peu le niveau de connaissance et le niveau d'activation de la personne par rapport à sa santé. Et on se rend compte que juste avant même de commencer le programme Cible Santé, près de la moitié des participants avaient un stade 4, donc une bonne prise en charge de leur propre santé, ce qui est un peu normal. Là. Ces participants-là étaient référés par leur médecin de famille, mais c'était eux-mêmes qui s'étaient inscrits au programme. Donc, on peut penser qu'ils étaient prêts à participer à ce programme-là et à apporter des changements à leurs habitudes. On a offert aussi le programme à des gens qui étaient en attente d'un médecin de famille. On a ciblé les 40 ans et plus, un peu comme nos 2 autres projets précédents, donc une population plus jeune que les travaux qui avaient été faits précédemment en Ontario. À l'époque, si vous vous rappelez, le GACO avait 5 codes de priorité. C'est plus le cas avec le GANF, là, c'est différent. Mais il y avait 5 codes de priorité. Donc, les codes 1 et 2, c'est les gens qui avaient besoin assez rapidement d'un médecin de famille, donc qui étaient prioritaires. La code 4 et 5, c'était les gens qui n'avaient pas très peu de problèmes de santé, donc moins prioritaires. Nous, on a invité tous les gens qui avaient la cote de priorité numéro 3, de 40 ans et plus, à participer à une de nos séances PSSC, qui était offerte dans 4 CLSC à travers à Laval, la ville de Laval. On a offert des séances le matin, on avait des séances d'après-midi, on a offert aussi des séances de soir et les gens n'avaient pas besoin de prendre rendez-vous, donc ils pouvaient se présenter comme ils voulaient à la séance qui leur convenait. Puis on a vraiment ciblé 4 CLSC là, qui étaient un peu partout sur l'île pour faciliter l'accès aussi. 281 participants, ce qui nous donne aussi un taux de participation de 14 donc ça, on se disait que peut-être des gens qui n'avaient pas de médecin peut-être auraient bénéficié de ce genre de programme-là. Puis peut-être que ça aurait été un moyen d'augmenter la participation de ces gens-là. Ce que nous retenons de nos projets à Laval, en général, le projet est accepté, apprécié des participants, des intervenants et des bénévoles. On a fait des entrevues clés avec les infirmières qui supervisent les bénévoles, mais aussi avec des focus group avec les bénévoles eux-mêmes. Et je l'ai déjà mentionné, des questionnaires de satisfaction, mais tout de suite après la participation à la séance. Il est facile de recruter des bénévoles pour ce genre d'activité. Quand on avait fait nos consultations, avant de débuter nos projets à Laval, il y avait certains acteurs clés qui avaient émis des réticences ou des bémols sur le fait d'intégrer ou de faire participer des bénévoles dans ce genre d'activité-là. On nous disait que la culture de bénévolat au Québec était différente que celle dans les autres provinces canadiennes, que ce ne serait pas facile. Et finalement, nous, on a observé vraiment tout le contraire. Assez facile, les gens, il y a certains bénévoles qui ont vraiment le goût de s'impliquer dans ce genre d'activités-là, des activités d'entraide avec puis une relation plus soutenue avec les participants puis les gens. Dans nos activités à Laval, on a attiré beaucoup d'infirmières à la retraite, mais également des gens qui étaient, donc, quand ils étaient à temps plein sur le marché du travail, beaucoup de personnes qui étaient en rapport avec les gens, donc des réceptionnistes, des enseignants, puis je l'ai mentionné, là, des infirmières aussi.
Mais on n'a pas de critères quand on recrute nos bénévoles. Donc, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Mais les centres d'action bénévole s'occupent de la vérification des antécédents judiciaires et nous, comme équipe de recherche, on s'occupe de la formation et de la gestion des horaires des bénévoles. On a observé, c'est ça, dans nos projets à Laval, un faible taux de participation à travers nos projets. Et puis, on a senti, après ces 3 expériences-là, la nécessité vraiment d'aller dans la collectivité, donc de se rapprocher vraiment d'où les gens habitent davantage. Puis peut-être aussi la nécessité de rejoindre des populations vulnérables. On se disait peut-être que certaines populations vulnérables pourraient davantage bénéficier de ce genre de programme-là. Et ce qui nous amène à notre projet dans les logements sociaux. Notre collègue à McMaster, Gina Agarwal, a développé je dirais un programme cousin du PSSC qu'elle a appelé CHAP IMS, où elle faisait à peu près le même genre d'activité d'évaluation des facteurs de risque avec la mesure de la pression artérielle, mais plutôt que ce soit des bénévoles, elle a impliqué des paramédics en arrêt de travail. C'est un projet que ces projets-là ont vraiment bien marché. S'était rendu compte que certains immeubles de logements sociaux avaient plusieurs appels au 911, de nombreux appels au 911, certains immeubles plus que d'autres, et quel effet ça pouvait avoir, ce programme-là, pouvait avoir sur la réduction des appels au 911, et son projet pilote avait démontré une réduction de 25% des appels au 911. Donc, d'avoir quelqu'un qui vienne, dans son cas, c'était une fois par semaine, donc les gens pouvaient revenir discuter avec un paramédic et faire un suivi de sa pression artérielle et d'autres petits problèmes de santé. Vraiment, ça avait des effets positifs sur la réduction des appels au 911. Et elle a aussi fait des évaluations qualitatives. Là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, on s'est dit peut-être que le PSSC, dans sa forme originale, là, animé par des bénévoles, quel effet ça pourrait avoir bénéfique sur la santé et l'utilisation des services de santé pour cette population-là. On s'entend, les logements sociaux, ça représente une population vulnérable. Au Québec, les logements sociaux, il y a différents programmes. Là. Le programme des HLM est répandu, mais il y en a d'autres aussi. Les logements sociaux sont gérés par les offices municipaux d'habitation. Il y en a plusieurs aussi, sont partout dans la province. La littérature démontre que les adultes vivant en situation de pauvreté sont plus à risque d'avoir des besoins non rencontrés en matière de santé, incluant des problèmes d'accessibilité. Et puis aussi, la littérature montre que des locataires de logements sociaux est une population en moins bonne santé que des locataires de logements privés ou des propriétaires, notamment au niveau des maladies chroniques qui incluent les maladies cardiovasculaires puis le diabète. On a commencé par une étude de faisabilité en Montérégie. Au printemps, là, en mars, avril et mai, on a eu un financement de Réseau 1 Québec pour déterminer la faisabilité d'intégrer les séances du PSSC dans des logements sociaux. On a travaillé avec l'Office municipal d'habitation de Longueuil qui gère la plupart des logements sociaux en Montérégie. La direction de la santé publique aussi de la Montérégie est impliquée et on a travaillé avec des centres d'action bénévole de la région. Notre étude avait deux composantes. D'abord, on a voulu tracer un portrait de la santé des résidents des logements sociaux. On a eu 80 participants. Donc, on a fait, il y avait des assistants de recherche qui venaient à des temps donnés dans les salles communautaires de 4 petits immeubles, là, moins de 50 unités, 4 petits logements dans les salles communautaires pour aider les gens à remplir un assez long questionnaire sur leurs habitudes de vie, leur état de santé, auto-évaluation de leur santé, l'utilisation des services de santé. On a évalué aussi la qualité de vie avec le EQ5D, donc différentes mesures validées. Puis c'est un questionnaire qui a été développé par Gina Agarwal, notre collègue. Donc, un bon taux de participation, comme vous voyez. Puis ensuite, on est retourné dans ces immeubles-là pour offrir une séance PSSC pour tester un peu la logistique d'organiser une séance PSSC, comme je vous l'ai décrite, dans ces 4 immeubles-là. Il y a eu 33 participants qui sont venus. Je vais rapidement, donc, une méthode,
Je vais revenir ici. Donc, c'est ça, si on regarde parmi les 80 personnes qui ont répondu, la majorité, c'était des femmes. Donc, c'est un peu représentatif de ce qu'on voit dans les logements sociaux. C'est majoritairement des femmes qui habitent dans ces logements-là. Bon, l'âge moyen de 73 ans. Niveau d'éducation, dans 68,8 des cas, c'était des gens qui avaient un secondaire incomplet ou moins. On a aussi évalué le niveau de littératie en santé. Le Newest Vital Sign, c'est une échelle où est-ce qu'on présente une petite fiche nutritionnelle d'un pot de crème glacée, puis différentes questions différentes, c'est ça, questions associées pour évaluer si la personne comprend bien ce qui est écrit dans la petite fiche nutritionnelle. Puis on se rend compte qu'il y a 3 niveaux. Donc, une bonne compréhension, une bonne littératie en santé, moyen, et la 3e, c'est haute probabilité d'une littératie limitée. Ici aussi, soit près de 70 68,8 des participants sont considérés comme étant ayant une haute probabilité d'avoir une littératie limitée. On regarde le risque de diabète, donc à l'aide du questionnaire CanRisk, dans près de 73 des cas, ils avaient un risque élevé ou très élevé chez les gens qui n'avaient pas de diagnostic de diabète, là, on s'entend, ce n'était pas tout le monde, un risque élevé ou très élevé de développer le diabète. J'en ai pas parlé trop tantôt, mais c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on a observé dans nos projets précédents là, à Laval sur d'autres populations. 40% avaient un IMC de plus de 30 et aussi un tour de taille là, haut élevé là, avec des barèmes différents pour les hommes et les femmes de 77,5%. Donc, problème de santé, je vais passer rapidement, mais chez 30%, c'était autodéclaré, ces conditions-là de santé. Donc, 30% autodéclaraient souffrir d'hypertension artérielle, problème cardiaque chez 15,7%, cholestérol élevé, accident vasculaire cérébral et diabète chez 15,7%. Je vais vous parler donc à la suite de cette étude de faisabilité-là. On a débuté en septembre dernier un essai randomisé dans des logements sociaux dans la même région de la Montérégie, mais également en Ontario, dans la région de Niagara. C'est une étude qui est financée par les IRSC. Et le but, c'était de démontrer si la mise sur pied de séances PSSC peut réduire l'utilisation des services de santé des locataires. C'est ça, on travaille toujours avec l'Office municipal d'habitation. La santé publique aussi est impliquée. Vous allez voir là, différents acteurs. On a ciblé 28 immeubles pour personnes de 55 ans et plus, avec au moins 50 unités, donc des plus grands immeubles que ce qu'on avait pour le projet pilote. Puis on a vu ces 55 ans et plus, mais la moyenne d'âge est de 73 ans. C'est ça, dans ces immeubles-là. Bien, c'est ce que notre projet pilote a indiqué. Donc, 14 immeubles dans le groupe intervention et 14 dans le groupe contrôle, ce qui veut dire que nous, en Montérégie, on a 7 immeubles du groupe dans le groupe intervention, 7 dans le groupe contrôle. En Ontario, ils ont 7 aussi. Et on offre une séance par mois de septembre 2018 à juin cet été. Je vais vous présenter notre question PICO. Donc, parmi les adultes âgés de 55 ans et plus, résidant dans des logements sociaux subventionnés au Québec et en Ontario, est-ce que des séances PSSC mensuelles tenues dans des logements sociaux qui comprennent la mesure de la tension artérielle et le CanRisk? Et ça, c'est un ajout qu'on a pour cet essai randomisé-là par rapport à nos autres projets PSSC qu'on a offert jusqu'à maintenant, des séances de groupe mensuels traitant de sujets relatifs à la santé et d'intérêt pour les résidents. Je vais y revenir tantôt, mais c'est comme des conférences, ateliers qui font suite à nos séances animées par des bénévoles, qui sont données par des professionnels avec différents partenaires sur différents sujets reliés à la santé. Et donc, cette intervention-là, si on la compare à l'absence d'un tel programme, donc sur les soins habituels, là, ou usual care, est-ce que ça entraîne une différence dans l'utilisation des services de santé? Et comme on mesure l'utilisation des services de santé par les taux d'hospitalisation pour maladies cardiovasculaires puis les visites à l'urgence, en utilisant on va utiliser des données administratives là, de la RAMQ au Québec et de ICIS en Ontario.
On a aussi des données, des indicateurs secondaires. Là, je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Donc, et on va évaluer ça 12 mois après avoir fait l'intervention. Bon, je vais vous parler un petit peu de l'organisation de l'intervention. Donc, le projet se déroule de septembre 2018 à juin 2019. On a une séance PSSC qui est offerte tous les... quand c'est offert l'après-midi pendant 2 heures et une conférence atelier par mois dans chacun des 7 immeubles participants dans le groupe intervention en Montérégie. J'ai oublié de le mentionner, mais pour un participant, venir à une séance PSSC, ça lui prend à peu près une demi-heure. Faire le tour, on fonctionne par station. Ici, vous avez une image là, dans un logement qui a été pris dans un logement social. Donc, on fonctionne par station. Puis pour le participant, ça prend à peu près une demi-heure. Nous, quand ils sont là, les bénévoles avec l'infirmière, ils sont là pour 2 heures. Et puis, ils reviennent une fois à chaque mois. Puis, les gens peuvent, quand ils viennent pour la première fois, on fait la séance au complet. Puis, quand ils viennent les mois suivants, ils viennent pour un suivi de leur pression artérielle. On leur offre aussi de reprendre leur tour de taille s'ils le souhaitent ou reprendre l'indice de masse corporelle aussi s'ils le souhaitent. On travaille en collaboration avec des associations de locataires ou des personnes ressources dans les immeubles où il n'y a pas d'association de locataires pour faire de la publicité pour les immeubles. Donc, on leur envoie des affiches à mettre sur les babillards, des accroche-portes à mettre à chacune des portes. Il y a certaines associations qui vont parler des séances à venir pendant d'autres événements, bingo, etc. Donc, vraiment, on travaille avec ces gens-là de la place pour annoncer la venue de nos séances et de nos conférences aussi. Donc, chaque séance PSSC, on a environ entre 5 et 7 bénévoles par séance qui sont toujours supervisés par une infirmière. Je vais vous parler aussi des conférences ateliers. Donc, chaque séance qui dure 2 heures est suivie d'une conférence atelier d'1 heure. Puis on travaille avec différents partenaires, là, comme vous le voyez. Le choix des thématiques pour ces conférences-là est basé en bonne partie sur notre projet pilote et le questionnaire qu'on avait fait. Il y avait une question dans notre questionnaire qu'on avait fait dans le projet pilote où on demandait aux gens sur quel sujet ils aimeraient avoir plus d'informations. L'alimentation, c'est revenu très fort. L'activité physique, diabète, douleur chronique aussi, c'était très populaire, hypertension. Puis, à ces sujets-là qui avaient été très populaires, on a ajouté aussi des conférences qui sont plus liées à l'utilisation des services de santé. Par exemple, on s'est associé avec la CETAM, qui est le principale organisation de paramédics, d'ambulanciers en Montérégie, et ils ont monté une conférence sur le travail des ambulanciers paramédics, les appels au 911, quand est-ce qu'il faut appeler le 911, quand est-ce utiliser d'autres ressources que le 911, dans quelle situation c'est pas approprié d'appeler le 911. On a travaillé aussi on a engagé aussi une étudiante en médecine pour développer une conférence sur comment préparer sa visite chez son médecin de famille. Et on s'est basé sur les travaux de Marie-Thérèse Lucier avec sa plateforme Discutons Santé pour faire cette conférence-là. Puis on travaille, bon, c'est ça, l'hypertension, on travaille avec la Société québécoise d'hypertension artérielle, Diabète Québec pour la conférence sur le diabète. Puis dans certaines situations où il n'y avait pas de conférence qui existait déjà, qui n'avait pas déjà été élaborée, on s'est associé avec des étudiants, par exemple, étudiants en pharmacie, qui, dans le cadre d'un stage, développent une conférence sur la profession de pharmacien, les services rendus en pharmacie. Et le CIS de Montérégie, le Centre intégré de santé et services sociaux de Montérégie, avait aussi, on travaillait avec eux pour développer une conférence sur l'activité physique et les préventions des chutes. Et aussi une conférence qu'ils ont développée avec une nutritionniste sur l'alimentation à petit budget. Comment avoir une saine alimentation à petit budget. Les taux de participation sont vraiment, jusqu'à maintenant, assez encourageants. On a 185 participants qui sont venus
sur 672 résidents là, dans tout notre groupe intervention, à 0,3 à 43,6 et un taux de participation globale de 27,5 Et dans la période de questions, si ça vous intéresse, je pourrais vous parler des différentes stratégies qu'on a mis de l'avant, qu'on met de l'avant pour essayer d'encourager la participation. Pour les conférences ateliers, c'est de 5 à 15 participants par conférence et les gens qui viennent pour la séance ne sont pas, vont pas automatiquement assister à la conférence. Il y a des gens qui viennent à la conférence qui ne sont pas nécessairement venus à la séance PSSC avant. Donc, c'est libre aux résidents. Là. Les séances comme les conférences sont offertes à tous les résidents de l'immeuble où le programme se déroule. Ce que les conférenciers notent jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a vraiment une participation active dans la plupart des conférences ateliers qui ont eu lieu. Donc, ce que nous avons appris, je vais conclure là-dessus, je crois, c'est qu'on pourrait dire que le PSSC est quand même bien accepté au Québec. Il y a une belle réceptivité au programme. Qu'il est possible aussi de recruter et de former des bénévoles pour animer les séances. Autant notre expérience avec nos projets à Laval que notre expérience en Montérégie démontre que c'est relativement facile de former, recruter des bénévoles. Et puis qu'au fil aussi des séances, il y a vraiment une belle énergie qui se crée entre les infirmières puis les bénévoles. Donc, on essaye aussi, comme équipe de recherche, de soutenir un peu je dirais pas l'adhérence, mais la fidélité ou en tout cas le sentiment d'appartenance vis-à-vis du programme par différentes activités que je pourrais aussi vous parler. L'identification des ressources communautaires et communautaires est précieuse et elles sont méconnues souvent des patients puis des intervenants. Ça aussi, c'est vraiment un bel aspect du programme que d'apprendre à connaître. On fait des petits pamphlets vraiment personnalisés par ville où est-ce qu'on regroupe, comme je vous l'ai dit, là, les principales ressources communautaires du quartier ou de la ville où le programme se déploie. Nos programmes à Laval, j'en ai parlé tantôt, on avait été un taux de participation qui était en deçà de nos attentes. Des participants en relativement bonne santé, ça dépend sur quel indicateur qu'on regarde. Puis une proportion significative de personnes qui avaient des facteurs de risque ou un contrôle sous-optimal de leur pression artérielle quand même. Et puis, jusqu'à présent, le déploiement du programme dans des logements sociaux de la Montérégie révèle qu'offrir un programme de sensibilisation, de promotion de la santé, là où les gens habitent, augmente la participation et l'adhésion au programme. Le faible niveau de littératie requiert d'adapter le matériel utilisé et d'offrir une assistance pour compléter les questionnaires. Vraiment, ça aussi, je pourrais vous en parler, mais on a travaillé, entre autres, avec notre comité d'éthique pour avoir un formulaire de consentement adapté au niveau de littératie des participants. On a travaillé fort avec le comité d'éthique, mais aussi avec un groupe ici au CHUM qui se spécialise là, dans la vulgarisation puis toutes les communications avec les patients. Puis aussi, le fait d'avoir des bénévoles qui peuvent aider les gens à lire les questions, à bien suivre, s'assurer que toutes les questions soient répondues, que ce soit pour notre projet pilote ou notre essai randomisé en cours, c'est essentiel. Les bénévoles aussi sont non seulement au cœur de notre intervention, mais peuvent être impliqués dans le processus de recherche pour informer la recherche sur la population à l'étude et améliorer l'intervention. À chacun de nos projets, on a questionné nos bénévoles sur ce qui avait bien marché, ce qui marchait moins bien, vraiment être à l'écoute. Puis à chaque fois, on a pu apporter des modifications à notre intervention basées sur ce que les bénévoles nous disaient, soit de la population, soit de l'organisation de notre intervention puis de notre programme en général. C'était vraiment à chaque fois éclairant et utile. À venir, donc, c'est ça, on va travailler sur l'obtention des données administratives de la RAMQ et ICIS pour notre indicateur principal là, qui sont basés sur des données administratives. On a aussi, depuis janvier, une stagiaire postdoctorale, Nadia Deville-Stodzel, qui prépare une analyse des réseaux pour bien comprendre la dynamique des relations entre les locataires et comment cette dynamique-là des relations entre les locataires peut affecter la participation au programme. Un beau projet. Et ensuite, mon choix aussi, c'est mis à part d'autres analyses qualitatives que j'aimerais faire, mais une analyse descriptive au moins du profil, des motivations, des niveaux de satisfaction des bénévoles pour informer aussi les futurs projets de recherche qui voudraient impliquer des bénévoles dans la recherche.
Ça termine là-dessus. Donc, c'est ça, notre étude est financée, l'essai randomisé est financé par les IRSC. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup, c'était super intéressant, vraiment un projet quand même assez ambitieux là, de ce qu'on peut voir. Donc, j'inviterai aux participants, si vous avez des questions, soit à lever la main ou à me les écrire, dans la petite boîte de questions. Mais entre-temps, Magali, moi, j'avais certainement des questions par rapport à tout ce qui était la question du recrutement, de la gestion des bénévoles. Là. On voit de plus en plus des programmes au Québec, au Canada et ailleurs là, qui impliquent des bénévoles pour faire un peu le pont entre la communauté et le système de santé. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus des enjeux, des obstacles que vous avez fait face? Je sais que souvent les enjeux sont liés, par exemple, à la confidentialité, tout ce qui est question de responsabilité médicale et tout ça. Comment est-ce que vous avez surmonté ça? Puis c'est quoi les enjeux principaux là, qui sont survenus? C'est une super bonne question. On a vraiment travaillé. Faut dire que nos bénévoles, nous, on les considère à la fois comme des sujets de recherche, étant donné qu'on fait des focus group avec eux. Donc, vraiment, ils signent un formulaire de consentement dans lequel on liste vraiment leur rôle et responsabilités. Et c'est très clair, eux, autant dans le formulaire de consentement, mais dans la formation qui suivent, qu'ils ont un engagement à la confidentialité parce qu'ils traitent des données de santé, des données confidentielles importantes, nominatives des participants. Donc, ça ils s'engagent à ça, puis je pense ils le comprennent très bien aussi pendant la formation. Donc, on a un petit module dans notre formation où on parle, les initier un peu au principe de confidentialité dans un projet de recherche, mais aussi des données de santé en général. Et aussi, ils suivent un protocole très clair aussi qu'ils ont connaissance. Donc, ils se font remettre un guide, puis c'est inscrit aussi dans leur formulaire de consentement qu'ils doivent suivre. Donc, par exemple, quand ils prennent la pression artérielle d'un participant qui est en dehors des normes, dès que c'est en dehors des normes, ils doivent avertir l'infirmière qui est sur place. C'est l'infirmière qui assure un suivi clinique. Donc, ils ont, et ça aussi c'est clair dans leur formulaire de consentement, c'est bien dit qu'ils n'ont pas le droit d'émettre de diagnostic, de recommandations cliniques, ils sont là pour aider les participants à bien mesurer la pression artérielle, à bien répondre aux questionnaires. Puis, si les participants ont des questions plus poussées, de s'en remettre, de diriger les participants vers l'infirmière. Il y a aussi une chose intéressante, étant donné qu'ils colligent des données aussi nominatives, ils sont à la fois sujets de recherche, mais à la fois bénévoles, c'est comme des employés non rémunérés finalement. Donc, on les considère au Centre de recherche du CHUM comme des employés non rémunérés. Donc, ils signent un formulaire comme ça. Et c'est une question aussi d'assurance. Donc, pour les protéger en tant que sujet de recherche, ils ont des assurances, mais aussi en tant qu'employés non rémunérés aussi. Donc, tout ça fait que ça cadre bien le rôle des bénévoles, mais en général, on n'a vraiment pas de problème. Puis, il faut dire aussi au niveau de la confidentialité, des fois, c'est un défi parce que c'est des séances qui sont offertes dans des plus ou moins grandes salles. Donc, des salles communautaires, donc c'est pas des bureaux fermés. Fait que tout ça, c'est un peu de les sensibiliser à l'importance de la confidentialité des données, tenant en compte que le voisin d'à côté mesure la pression artérielle d'un autre participant. Donc, on essaie là, dans les interactions dans leurs interactions à faire preuve de discrétion, puis de ne pas parler à voix haute des résultats, des inscrire, des différents trucs comme ça, mais c'est très, très rare qu'on ait eu des enjeux à ce niveau-là. Puis aussi, les infirmières sont sur place pour assurer un suivi, mais aussi pour superviser les bénévoles. Donc, des fois, il faut les ramener à l'ordre aussi. Je dis ramener à l'ordre, mais de façon sympathique sur leur rôle, puis bien s'assurer que tout se déroule comme prévu. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Mélanie-Anne. Ah, je ne t'entends pas. Est-ce que tu pourrais nous parler, mais merci en fait, oui, ça répond, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la formation qui est donnée aux bénévoles? Là, tu l'as mentionné à quelques reprises qu'il y avait une partie sur la confidentialité, mais ça consiste en quoi? C'est combien de temps? Comment ça a été conçu, cette formation-là? Oui, on a commencé avec nos projets à Laval. C'était une formation d'une journée où est-ce que pendant la formation, il y a l'équipe de recherche et une infirmière. Une infirmière, et souvent c'est moi ou une autre coordonnatrice qui donne la formation. Puis on s'est rendu compte, puis pendant cette journée-là, on parlait
programmes de sensibilisation à la santé, le PSSC en général, pour un peu les situer dans le contexte de tous nos travaux de recherche. Après ça, on parlait, ben, c'est quoi un facteur de risque? C'est quoi les saines habitudes de vie? On leur donnait plein d'informations là-dessus. Ensuite, on avait un module, bon, ben là, un module sur la pression artérielle. C'est quoi la pression artérielle? Quand est-ce que c'est en dehors des NIM? C'est quoi les valeurs cibles? Comment bien installer le brassard? C'est quoi les... Bon, il faut garder les jambes, c'est pas avoir les jambes croisées, pas avoir fumé de cigarette ni bu de café avant la prise de pression artérielle. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques? Ensuite, on leur montrait le tour de taille, on se pratiquait pendant la formation le tour de taille. Les questionnaires, on les lisait ensemble. On lisait ensemble aussi quand le module sur l'initiation à la recherche, sur l'importance de la confidentialité. Puis aussi, on lisait ensemble le formulaire de consentement que les participants complètent pour les faire. Puis on s'est rendu compte, c'était bien, les gens, mais on s'est rendu compte que peut-être une journée, c'était trop. Je pense qu'on leur donnait beaucoup, beaucoup d'informations. Puis dans le fond, quand on regarde le travail qu'ils font, étant donné qu'ils ne font aucune recommandation, est-ce que c'est vraiment nécessaire de leur donner autant de background sur c'est quoi les facteurs de risque, c'est quoi alors qu'ils ne sont pas habilités pour le faire, pour faire des recommandations. Fait qu'on a retravaillé ça, puis on a fait une formation d'une demi-journée qui est assez condensée, mais vraiment axée pratico-pratique sur ce qu'ils vont faire. Parce que une des critiques aussi qu'on avait des bénévoles, c'est qu'ils arrivaient à leur première séance, c'était un peu emballant, overwhelming, comme on dit en anglais, quand il y avait une journée de formation comme ça, puis là, il y a plein d'informations. Même si on leur donnait un guide, c'était un petit peu, en tout cas, pour certains bénévoles, c'est un petit peu stressant. En ayant une formation là, vraiment condensée sur 3 heures, pratico-pratique sur ce qu'ils devaient faire, ça facilitait, ça donne à peu près les mêmes résultats, puis les gens se sentent habilités. Il faut dire aussi, juste une chose, étant donné qu'on fait le programme sur 1 an, on a fait une bonne campagne de recrutement au début du programme, mais on en fait aussi peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois, des plus petites campagnes de recrutement pour rajouter. Il y a un certain roulement de bénévoles qui est tout à fait normal quand ton intervention dure sur 1 an. Mais on fait des petites campagnes de recrutement. Ce qui est chouette avec ça, c'est que les nouveaux bénévoles, quand ils arrivent, ben, ils sont entourés de bénévoles qui ont plus d'expérience. Avec un petit peu de coaching qui se fait entre bénévoles, en plus de l'infirmière qui est là sur place. Fait que ça aussi, il y a beaucoup d'entraide entre des bénévoles. Ça, c'est vraiment bien. Ça fait un peu comme une communauté de pratique quasiment là, de bénévoles, en fait. Puis à ce niveau-là, comment est-ce que vous faites la reconnaissance des bénévoles? Est-ce que vous avez mis en place des mesures pour... On sait que justement, avec le roulement, tout ça, c'est assez important de faire une certaine reconnaissance, un certain suivi, un troubleshooting pour des choses qui marchent plus ou moins bien. Qu'est-ce que vous avez mis en place à ce niveau-là? Oui, ben on fait différentes activités. Premièrement, pour nos petits projets à Laval, à chaque fois, on terminait par un genre de focus group. On l'appelait focus group, oui, pour les questionner, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. On avait aussi toujours le temps de travailler un petit peu nos résultats de recherche, fait qu'on leur présentait, on leur faisait une présentation sur, un peu pour rendre ça dans le contexte, puis voir un peu le travail, tout ce que ça a donné. Puis en même temps, c'est un souper, tout ça, les chercheurs étaient là, on a un certificat de reconnaissance, de certificat de participation aussi. Il faut savoir aussi, pour certains bénévoles, c'est important, il y a des gens qui se cherchent l'expérience de travail dans le domaine de la santé, fait qu'une activité de bénévolat dans le domaine de la santé, pour eux, c'est important. On a déjà communiqué avec moi pour que j'agisse comme référence pour des emplois qu'ils avaient appliqués, pour parler, parce que c'est comme du travail non rémunéré, comme je l'ai dit aussi. Fait que ça aussi, c'est important. Il y a un centre d'action bénévole à Montérégie qui nous demande à chaque mois de rendre compte du nombre d'heures que les bénévoles qui nous ont acheminés font tout ça. Donc, cet organisme-là garde un registre de la participation des bénévoles dans notre programme. Puis aussi, donc, c'est ça, beaucoup de reconnaissance, d'encouragement aussi. Au niveau du troubleshooting, des fois, c'est arrivé que c'était des infirmières où on a eu... encore une fois, très rarement, mais ça est arrivé que j'ai eu des plaintes aussi. Fait que là, dans ce moment-là, c'est moi ou quelqu'un sur l'équipe de recherche, on communique avec le bénévole pour faire le point avec ça. Mais généralement, puis une autre chose aussi, moi, on fait aussi des fois des genres de formation de suivi. Parce que quand ils ont la formation au départ, mais quand l'intervention dure sur plusieurs mois, des fois, on prend des mauvais plis. Les mauvais plis, ils restent.
Fait que dans le fond, là, l'infirmière, souvent, elle offre aux bénévoles d'arriver une demi-heure avant le début de la séance. Puis elle dit, ben, si vous voulez, je vous remontre comment bien installer le brassard. Si vous voulez, je vous remontre bon, tel questionnaire, telle sous-question n'est pas bien comprise, vous l'expliquez, on va faire ça. Fait qu'il y a des bénévoles d'eux-mêmes qui vont avant. Puis on peut faire aussi j'ai offert aussi au printemps des mini-formations de suivi, un genre de 5 cassettes avec l'infirmière, puis on passe au travers de tout ce qui est plus problématique. Mais pour l'instant, c'est juste le fait de se présenter à l'avance à la séance puis de rencontrer une infirmière individuellement pour voir un peu ce qui marche moins bien, ça fonctionne assez bien. Ça, les infirmières vont te le dire aussi. Hein, c'est ceux qui sont avec, là, ils voient le travail qui est accompli, fait qu'elle sait où ça a besoin d'être revu et amélioré. Oui, certainement. Puis est-ce que vous avez de la difficulté à cadrer bien le champ d'intervention des bénévoles? Je sais que nous, dans un autre programme qu'on avait fait avec des bénévoles en Montérégie, c'était vraiment une préoccupation des gestionnaires, des médecins, que finalement, les patients voient le bénévole comme une porte d'entrée à tout. Ils commencent à parler de problèmes, par exemple, psychosociaux, santé mentale, problèmes de famille, puis qu'en fait, le bénévole ne soit pas outillé à agir ou à diriger ces patients-là vers les bonnes ressources. Est-ce que c'est un problème que vous avez rencontré? Oui, la plupart des participants sont assez généreux du niveau d'information qu'ils partagent. On en a vu qui arrivaient avec leur sac de pilules ou les résultats de tests sanguins. Ça, c'est très, très, très clair. C'est l'avantage d'avoir une infirmière sur place qui est vraiment pas loin parce que c'est très clair qu'ils doivent les diriger à l'infirmière. C'est pour ça que des fois, il y a des séances. L'infirmière, quand je disais, on fonctionne par station, différentes stations avec les différentes étapes du programme. Puis l'infirmière, elle a sa station à elle. Donc, elle est assez. Quand ça arrive, ces situations-là, elle fait des rencontres individuelles avec ces gens-là pour répondre à leurs questions et s'assurer. Mais c'est effectivement, là, puis j'ai vu des bénévoles qui sont très, très à l'aise à dire ça, je vous arrête tout de suite, c'est pas moi qui va faire ça. Vous pouvez aller voir l'infirmière va répondre à vos questions. Ça aussi, des fois, notre crainte qu'on avait des fois, c'était justement, il y a peut-être des bénévoles qui sont généreux de l'information, puis ça peut poser problème, mais c'est pas arrivé souvent. Puis ça aussi, là, on les écoute, puis on fait le tour, on essaie de faire une supervision. Mais c'est sûr que ça fait l'infirmière, c'est une personne qui est assez occupée pendant ces séances-là parce qu'elle gère les bénévoles, elle regarde comment ça se passe avec les participants, elle fait des rencontres individuelles, en plus s'assurer que toute la documentation est bien remplie puis qu'on a bien notre copie de formulaire de consentement et tout ça. Ce qu'elle nous a amené aussi depuis, je ne l'ai pas mentionné, mais on a nommé, pour chaque séance, on essaie de nommer une espèce de bénévole coordonnateur. Et puis le bénévole coordonnateur sert juste à gérer le flux de participants, puis les bénévoles, un peu s'assurer que la salle, ça va bien, qu'ils ont tous les documents nécessaires. Donc, pour libérer un petit peu l'infirmière, puis que l'infirmière puisse se concentrer sur les participants et puis gérer plus des points, des situations aiguës, si tu veux. Oui, oui, absolument. Oui, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez mentionné tantôt qu'il y a plusieurs des bénévoles qui étaient des retraités, des professionnels à santé qui étaient retraités? Est-ce que vous pensez que ça pose une certaine barrière au niveau du langage qui est utilisé quand même les professionnels de santé, même s'ils sont retraités, là, ils ont été formés à utiliser un certain langage. Donc, ça peut... Souvent, on parle dans la littérature de tout ce qui est les community health workers, les peer navigators, c'est vraiment des gens issus de la communauté qui parlent le même langage que les gens qu'on vise, les gens qu'on cible. Est-ce que vous pensez que ça crée des barrières sociales ou une distance sociale qui nuit au programme ou qui a un effet sur ce que vous observez? C'est une super bonne question, Mélaniane. Puis on s'est pas attardé à ça assez, je trouve, parce que j'ai parlé de l'importance du niveau de littératie puis de l'adapter. Il y a peut-être, ça serait intéressant, mais ça, je retiens ça comme suggestion parce que justement, j'aimerais ça qu'on s'attarde plus sur la perception des bénévoles au-delà de leur taux de participation, au-delà de leur focus group qui nous informe sur les sujets. J'aimerais ça, eux, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qu'ils ont appris de ça, aller voir un peu qu'est-ce qu'ils en retirent de cette expérience-là. Puis ça, on n'a pas fait ça du tout. Puis je pense qu'avec cette intervention-là, vraiment, c'est le genre de questions qu'on pourrait, j'en prends note, c'est le genre de questions qu'on pourrait regarder. Là, j'avais quelque chose d'autre que je voulais te dire, puis dire merci.
sorti, mais merci. Ça c'est quelque chose qu'on va regarder. Oui, juste dire, je pense qu'au niveau de la crédibilité des gens, quand ils font affaire avec, quand je dis père éducateur, c'est que la plupart de nos bénévoles sont des personnes retraitées, donc pas des jeunes, parce qu'il y a aussi une bonne cohorte de bénévoles qui pourraient être des jeunes de l'université, tout ça. On en a quelques-uns aussi super dynamiques, vraiment sympathiques. Je me demande aussi est-ce qu'il y aurait une différence entre l'information partagée avec quelqu'un de peut-être pas nécessairement de ton âge, mais un petit peu plus jeune que toi, puis quelqu'un de pas mal plus jeune que toi. Est-ce qu'au niveau de la crédibilité puis des confidences, est-ce que ça fait une différence? Tu sais? Et ça aussi, c'est le genre de questions que je me pose puis qui mériteraient qu'on s'y attarde vraiment davantage. Oui, absolument. Peut-être un futur projet de recherche. Ouais. Sinon, peut-être une dernière question vraiment qui touche peut-être plus une des préoccupations qu'on a beaucoup au Réseau 1 de ce temps-là. On pense beaucoup à la pérennité des projets, des innovations qui sont subventionnés après les projets de recherche. Souvent, dans des projets comme ça, on voit que la recherche joue un rôle important dans la coordination des innovations qui sont mises en place. Comment vous voyez ça après le projet de recherche pour que cette super innovation-là, qui a des belles retombées, continue dans le milieu? Est-ce que les fils sont attachés? Quelles sont les grandes barrières? Oui, c'est vraiment une préoccupation qu'on a depuis qu'on est arrivé au Québec. Puis la grosse subvention de 5 ans, qu'on a une extension de 2 ans, donc 7 ans, c'était un de nos objectifs principaux, c'est de travailler sur la pérennité du programme, parce que jusqu'à maintenant, c'est un programme, bien que ça fasse presque 20 ans, qu'on a une belle bibliographie, plein d'évidences, des données probantes associées à ce programme-là. On a toujours fonctionné sur des fonds de recherche. Donc, comment assurer une pérennité, c'est pas toujours évident. Puis ce que je trouve bien et encourageant mais rien de garanti non plus, c'est qu'avec ce projet-là, la direction de santé publique du CIS de Montérégie est autour de la table depuis les tout débuts. Puis c'est une préoccupation même d'eux et de l'Office municipal d'habitation aussi depuis les tout débuts, c'est qu'on crée un précédent, les gens ont pris l'habitude de venir une fois par mois se faire prendre un pression artérielle chez eux. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça va être fini? Y a-t-il une suite? Puis aussi, l'Office municipal aussi a une responsabilité pour l'ensemble de ces immeubles. Fait qu'eux, leur préoccupation, c'est on n'offre rien au groupe contrôle. Ils comprennent aussi l'idée du design de recherche, qu'on a besoin d'un groupe contrôle pour démontrer l'efficacité. Mais si l'efficacité est démontrée, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens du groupe contrôle qui n'ont pas eu leur intervention? Est-ce qu'il y aurait lieu si on a pu, si on n'a pas accès à des fonds de recherche pour continuer le programme, puis si, mettons, des fonds publics sont limités, ou bon, est-ce qu'au lieu de faire une version du programme qui est plus, pas coûteuse, déjà avec des bénévoles, tout ça, le matériel utilisé, c'est pas un programme qui est très coûteux, mais il y a quand même des coûts associés à ça. Il faut les coordonner, les bénévoles, il faut les former. Il y a du matériel de base qu'il faut assurer, puis il y a une certaine coordination du programme. Donc, ça, est-ce qu'on peut faire une version qui serait qui pourrait être prise en charge par l'OMH ou Santé publique ou un autre organisme de la région? Ça, c'est une préoccupation constante là, de nous autres. Je n'ai pas de solution pour l'instant. Mais le fait que la préoccupation ne vienne pas juste de l'équipe de recherche, moi, je trouve ça encourageant. On part de ça. Absolument. Puis c'est super inspirant peut-être aussi pour d'autres types d'interventions. Ça peut être un modèle qui peut s'appliquer peut-être à d'autres activités de prévention, de promotion. Là. Donc, certainement quelque chose de très prometteur. Donc, je te remercie beaucoup de ton temps aujourd'hui de nous présenter ça. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup, Mélanie, de l'opportunité pour moi de présenter le projet dans le cadre de ces webinaires-là de Réseau 1. Mais merci. Puis pour nos participants, juste un petit rappel, le 22 février prochain, on va avoir Dr. Lara Maillet qui va nous présenter sur la recherche-action, la mise en œuvre d'interventions de proximité intégrées de première ligne dans des contextes multiculturels. Aussi, tous nos webinaires sont accrédités et disponibles sur YouTube si vous avez manqué des bouts ou vous voulez partager avec quelqu'un. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez devenir membre du Réseau 1. C'est facile, c'est gratuit, puis ça vous permet de rester au courant de nos activités. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées pour d'autres webinaires, n'hésitez pas à nous écrire. On est vraiment ouvert. Et puis, je vous demanderai de juste prendre quelques minutes pour compléter le sondage qui va vous être envoyé après le webinaire pour nous laisser savoir ce que vous avez pensé du webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci encore, Magali, puis je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne fin de journée. Merci beaucoup.